Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue sur La Première. Nous sommes bien dimanche. Belle soirée, en tout cas sur La Première. Et merci pour votre fidélité à cette émission. On fait de la télé 3.0. Toujours à mes côtés, Luc, Gaël et Samuel. Et dans cette émission, nous allons parler arnaque. Arnaque sur les réseaux sociaux. Que faire pour tenter, en tout cas, de venir à bout de ces arnaqueurs. Et nous irons à la découverte d'une jeune conductrice de taxi-moto. Ça sera dans le kiff. Et puis, nous ferons, en tout cas avec notre invité, le bilan du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, exercice 2021. Et justement, avec nous ce soir sur ce plateau, je vais vous prier d'accueillir notre invitée, Madame Mazalo Katanga. Elle est la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Ah oui. Super. Merci. Installez-vous. Merci beaucoup. Et dans la dernière partie, nous vous offrirons, comme d'habitude, du live avec le plus beau des artistes. En tout cas, il est beau à sa manière. Il sera avec nous, Marco, le disciple, pour le live. On commence maintenant. Eh bien voilà, on fait de la télé 3.0, l'émission sans filtre commence maintenant. Bonsoir Luc. Bonsoir Magloire. Ça va? Ça va. T'es la grande forme? Ah oui, oui. Très bien. Et le week-end de ton Oui, côté? ça va, tranquille. Et on est en train de finir les dernières heures du week-end. J'espère que ça n'a pas trop pesé. Non, ça va. D'accord. Voilà. Gaël, ça va? Oui, ça va très Tu bien. nous as manqué? Ah, vous aussi, vous m'avez manqué, Magloire. Je suis très contente de vous retrouver tous. Très bien. C'est la forme? Oui. Très bien. Un peu souffrante récemment, mais Dieu merci, plus de peur que de mal, c'est Oui, ça? c'est ça. Oui. Voilà, plus de peur que de mal. Samuel? Oui, Magla. Ça va? Oui, ça va. On rend grâce à Dieu. En tout cas, excellente soirée de dimanche à toutes et à tous. Très bien. Madame Mazalo Katanga, je rappelle, directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Notre invité, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? En tout cas, comme vous me voyez. Donc on va dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et bien avec vous, madame, nous allons revisiter le bilan. Du ministère du Développement à la base. Oui. Exercice 2021. Développement à la base. Oui. Développement à la base. Oui. Voilà. Merci. Très bien. Avant, le dossier de la semaine, les arnaques sur les réseaux sociaux. Que faire pour tenter, en tout cas, de venir à bout? Ensuite, d'abord, cet élément, c'est signé Samuel et puis on en parle. L'avènement des réseaux sociaux a drastiquement changé la manière de communiquer dans le monde. L'information va très vite et le monde semble beaucoup plus petit. Au-delà des multiples avantages qu'ils offrent, les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés comme canal d'arnaque et d'escroquerie. Des personnes mal intentionnées se servent de ces réseaux pour arnaquer et faire des victimes partout dans le monde. Le constat est amer. Le Togo n'est pas en reste. De faux marabouts avec des propositions de portefeuilles magiques, des réseaux de chanteurs, des usurpations d'identité pour soutirer de l'argent aux esprits faibles, des brouteurs, les exemples d'arnaque et d'escroquerie sont légion. La flambée des plaintes sur la cyber-escroquerie de nos jours montre clairement l'accentuation du phénomène organisé par plusieurs réseaux d'escrocs qui se cachent le plus souvent derrière les faux comptes sociaux ou encore mieux derrière un téléphone portable. Des efforts sont menés pour assurer la sécurité dans ce domaine, mais il faut dire qu'il reste beaucoup à faire. Plusieurs ont été déjà démantelés et condamnés. Pourquoi alors ce phénomène persiste toujours ou mieux prend de plus en plus de l'ampleur? Que faut-il faire exactement pour en finir?
plusieurs questions viennent s'installer, suivant l'avis de Magloire et de ses chroniqueurs. Luc, ton avis d'abord Je crois que sur le phénomène? Oui, c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, malgré les efforts faits de part et d'autre pour l'endiguer. Je me demande à un moment donné si nous ne contribuons pas à alimenter ce phénomène, justement, parce que... Nous, c'est les populations? Oui, nous, les populations, voilà. C'est vrai qu'il y a la responsabilité de l'État, la responsabilité du gouvernement, mais au-delà de ça, nous, populations, à un moment donné, nous devons être vigilants. Tu ne joues pas un jeu, on t'appelle, on te dit... OK, tu as gagné 400 000 francs et tout ça. Toi aussi, tu te dis, youpi, j'ai gagné. Tu as joué à quel jeu pour gagner 400 000 francs? Mais pour les récupérer, on te demande d'envoyer oui, peut-être 200 000. Ou on te dit, on t'envoie un message en te disant, c'est chérie, je suis à l'aéroport, j'ai un souci là, envoie-moi $2000 et après je te ferai signe pour te rembourser. Vous êtes sûr de cela? Chérie qui vous appelle comme ça pour vous demander $2000 ou pour vous demander 100 000 francs? Mais c'est trop facile ça. C'est trop facile ça. À un moment donné, nous devons être vigilants. C'est vrai que il y a des services adéquats. Il y a des services créés, je donne l'exemple de l'Agence nationale de cybercriminalité, créée par décret présidentiel, qui sont des institutions mises en place pour vraiment lutter contre le phénomène. Mais au-delà de ces institutions mises en place par l'État, nous-mêmes, nous devons faire preuve de vigilance. Vigilance, vigilance, vigilance. Vous croisez quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp, la personne vous inbox tout de suite, vous ne commencez pas à discuter. Vous ne prenez pas la peine de connaître la personne. On vous demande des photos nudes, vous envoyez tout de suite. Vous ne faites pas attention, derrière, ça tourne. Derrière le profil se cache forcément un grand réseau. Oui. Je me rappelle ça, je crois que c'est en cours de semaine, j'ai lu une vidéo où un jeune témoignait comme quoi il était en pleine discussion avec une dame et à un moment donné, la dame lui a demandé de faire des vidéos genre où on le voit nu et la dame aussi va se présenter nue et tout ça. Au départ, il ne voulait pas, mais à un moment donné, la dame a dû, selon le témoignage du jeune homme, la dame a dû utiliser quelques mots ou quelques incantations pour l'amener à le faire. Et le lendemain matin, il se rend compte qu'à un moment donné, il était nu, il a discuté avec la dame a filmé et le lendemain, c'est un monsieur qui l'appelle, qui lui demande d'envoyer une somme d'argent, sinon tout de suite on va envoyer la vidéo de lui nu sur les réseaux sociaux, histoire de gâter son image. Donc nous devons être extrêmement prudents pour éviter ces genres de pièges. Avant qu'on arrête la personne derrière, nous-mêmes nous devons être prudents. Très bien. Parce que si les images la partent, c'est vrai, on peut faire les recherches, arrêter la personne. Mais ton image, elle est déjà salie. Très bien. Voilà. Moi, Gaëlle, oui. Je ne suis qu'à moitié d'accord avec C'est ton droit. Luc. Oui. Voilà. Parce que, en fait, le problème aujourd'hui, je pense, avec Internet, c'est que c'est un endroit où il y a très peu de réglementation. Ce n'est pas réglementé, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites. Donc, en fait, aujourd'hui, Internet, c'est en train de devenir le terrain de jeu de tous les malfaiteurs, marabouts, escroqueurs, enfin, tout ça, escroqueurs, je ne sais pas, escrocs. Je m'excuse pour ça. Après, tu passes à la comptabilité, c'est pas gratuit. Escroqueurs, c'était pas mal ça, vraiment. Donc, oui, ça devient le terrain de jeu de tous les criminels, finalement, parce que c'est un crime, aujourd'hui, de mettre la pression sur une personne parce que vous détenez des images qui sont confidentielles. Le droit à l'image aujourd'hui, c'est un droit qui est acquis, que ce soit sur Internet ou en présentiel. Donc c'est un crime de demander à une personne de vous donner de l'argent, sinon vous divulguez son image comme ça. Donc en fait, ce que je pense, moi, c'est qu'il faut réglementer tout ça. Il faut qu'il y ait des lois. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde a autant de facilité à créer un compte sur les réseaux sociaux? Alors qu'aujourd'hui, quand tu vas créer un compte en banque, on te demande plein d'informations, tout plein de documents. On peut ne serait-ce que demander la carte d'identité, les informations de la carte d'identité, vérifier qu'une personne qui cherche à créer un compte Instagram, WhatsApp ou j'en passe, est vraiment qui elle prétend être. Voilà. Comme ça, en cas de problème, s'il y a besoin de saisir cette personne, ça sera plus facile. Et je pense que les gens auront moins de mal à aller vers les dérives d'Internet. Mais pour l'instant, on n'est pas à ce stade. Oui, mais ça va être pas possible dans la pratique
Parce que vous créez, c'est sur Internet, vous allez créer un compte et on va vous demander votre carte d'identité comment. Vous allez aller s'adresser à qui? Non, donc ça va être un peu pas possible dans la pratique. C'est pas impossible. Attention, Samuel, ce n'est pas impossible. Il y a plein d'applications aujourd'hui. Quand tu vas dessus, tu es obligé de donner des informations privées sur toi, d'accepter toutes les règles de confidentialité, toutes les règles de la plateforme. Sinon, tu n'as pas de compte. Ça se fait déjà. Donc, pourquoi on ne le ferait pas pour les réseaux sociaux? Aujourd'hui, sur un réseau social comme Instagram, par exemple, on dit que c'est interdit aux enfants de moins de 11 ans, alors qu'il y a plein d'enfants sur les réseaux sociaux. Donc, il faut absolument réglementer ça. Moi, je pense, je suis quasiment convaincue que la solution peut passer par là et que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place. Et bien évidemment, ça ne sera pas que le travail n'encombrera pas qu'au Togo parce que les réseaux, c'est international. Je ne sais pas dans quelle mesure les pays peuvent s'entendre pour mettre ça en place, mais je suis convaincue aujourd'hui que c'est la chose à faire. Si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Moi, je voudrais relever un peu un aspect selon lequel, en tout cas, Luc l'a déjà dit, je pense que souvent, nous-mêmes, nous sommes en train d'amplifier ce qui se passe. Parce que quoi qu'on dise, le phénomène persiste et il y a des gens qui se cachent derrière ils créent des faux comptes. Quelqu'un qui vient prendre le nom d'une personnalité publique et on vous inbox, on vous écrit, la personne prétend vous aider, mais avant de vous aider, demande une somme. Je ne pense pas que... Moi, j'ai eu à lire beaucoup de choses où un compte avec le nom du président de la République vous écrit, on vous demande, bon, OK, vous avez un projet, vous soumettez le projet, on va vous aider. Mais on vous demande de verser une somme d'abord. Je ne pense pas que le président de la République, s'il veut il veut vous aider, il va demander une somme. Donc, il va falloir qu'à un moment, on soit vraiment... Et puis, ce qui est dommage, c'est que c'est le président de la République qui envoie même des demandes d'invitation, justement. Voilà. Réfléchissez un peu donc, à un moment donné. Il va falloir qu'on soit vraiment vigilant. Je voulais revenir sur un point. C'est vrai, on peut demander aux gens de présenter leur carte ou de donner leur vraie identité et tout. C'est possible. Mais n'oubliez pas, il y a un autre phénomène. C'est-à-dire, c'est là où moi, j'en appelle à la vigilance de tout un chacun de nous. On vous envoie un lien, un lien neutre. On vous dit de cliquer. Voilà, de cliquer. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous prenez un HPP, quand il n'y a pas S, HPPT, je crois, s'il n'y a pas S à la fin, c'est que le lien là, ce n'est pas un bon lien. On vous demande de cliquer, vous cliquez là-dessus tout de suite, on prend... ça leur permet de prendre le contrôle, de s'emparer du contrôle de votre compte Facebook. Et tout de suite, on commence par publier des trucs comme si c'était vous. Le temps de signaler jusqu'à ce que Facebook ne bloque la personne. Voilà, l'irréparable est fait. Donc, je crois que ça nous appelle plus à une vigilance pour ne pas nous faire embarquer par ces arnaqueurs. Et puis aujourd'hui, il y a... oui, madame, oui, allez-y. Il y a un rôle qui revient également à l'État. Oui. De vraiment informer et éduquer la population. Parce que ce n'est pas... Vous venez de donner une information tout de suite qui n'est pas connue, même de nous. Oui. Dès qu'on voit... on vous envoie un lien. On vous envoie... Tac, le premier réflexe, c'est de cliquer. C'est vraiment d'organiser vraiment cette éducation de la population pour lui donner les astuces, pour lui permettre d'être éveillé. Oui. Quand on vous appelle, vous êtes une maman assise au marché ou à votre lieu de travail, on vous dit votre enfant a fait un accident, envoyez-nous tel montant. Oui. Les mamans, je sais ce que ça fait. Sans réfléchir. Vous avez lu dans les papiers ou quoi? Non, je n'ai pas lu. Bon, allez. Donc, oui, parce que c'est arrivé à un monsieur ce matin. Oui. J'ai été victime, c'est pour ça que je parle rapidement de ça. On vous appelle, vous avez la tête de réfléchir. Dites, envoyez-nous. Si vous n'avez pas quelqu'un autour, à côté de vous pour vous dire, mais madame, calmez-vous. Madame, calmez-vous. Vous avez le numéro de votre fille? Oui. Appelons. Donnez-moi ça. On appelle, votre fille décroche, elle est assise à la maison. Donc, mais j'ai dit, il faut qu'on nous apporte l'information. Il faut que l'information soit vraiment mise à la disposition de tout le monde pour qu'on sache comment se prémunir de ces genres de situations. Sinon,
On ne le fait pas. Quelquefois, on tombe dedans par ignorance. Vous voyez le cas que vous avez donné tout de suite. Merci. Et le monsieur qu'ils ont tenté d'appeler ce matin, il a été très vigilant. Et il a réussi à faire fuir l'arnaqueur. Permettez d'abord qu'on appelle le monsieur, puis s'il peut nous raconter un peu ce qui s'est réellement passé. Il s'appelle Jacques. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, mon frère. Vous allez bien? Non, je vais bien, monsieur Magoula. Ok, vous voulez bien mieux vous présenter? Oui, je suis Jacques Bébi, je suis enseignant, surveillant général. Je suis... bon, bref. Enseignant, on retient ça. Je peux me limiter là-bas. Oui, voilà. Donc, ce matin, vous avez reçu un appel vous informant d'un malaise qu'aurait eu votre enfant. Exactement. Et j'étais au boulot autour de 9h. Je peux le dire comme ainsi. J'ai eu un appel. Venant d'un monsieur qui m'informait que mon enfant a eu une crise, a fait une crise en classe et qu'il aurait évacué. Lui, il s'est présenté comme directeur de l'école, donc il aurait évacué au CHU Campus en urgence. Et CHU Sylvanie Solipo en urgence. Bon, là, j'ai demandé de savoir de quel enfant s'agit-il, puisque j'ai des enfants. Sur ce point, il m'a fait savoir que c'est le plus grand. Je dis non. Il vous a pas donné le nom? Il n'a pas donné le nom. Je lui ai demandé de savoir le plus grand, il s'appelle comment. Il a vraiment tergiversé, il n'a pas pu donner le nom. Et je demandais, lui qui m'appelle, il est qui précisément? Il m'a dit qu'il est le directeur. Je dis le directeur, j'ai le numéro du directeur. Très bien. Le numéro par lequel il m'appelle, c'est lequel? Il dit que c'est son second numéro. Celui que je connais, c'est le numéro du service. Et celui-là, c'est le numéro privé. Bon, ok. Dans ce sens, j'ai dit, bon, ok, je lui reviens. Peu de temps après, j'ai tenté d'appeler la dame à la maison pour me rassurer. La dame, j'avais eu, bon, il faut être clair, j'avais eu des difficultés à joindre la dame, puisque c'est comme ils ont un système d'empêcher la communication. J'ai tenté par 6 fois de suite, je n'ai pas pu joindre la dame. Et vous avez paniqué? Oui, par la suite, je l'ai eu. Et j'ai demandé à la dame de faire un crochet dans leur établissement, dans l'établissement des enfants, pour savoir ce qui ne va pas. Et c'est ainsi que la dame s'est dépêchée sur les lieux. Elle m'a fait le compte rendu que lorsqu'elle est arrivée, les 2 enfants étaient là, l'autre même était en train de s'amuser. Et qu'il a même le directeur à côté. J'ai dû parler au directeur. Il m'a rassuré que les enfants allaient bien et qu'il n'y avait aucun souci. Bon. De là, je suis revenu, je l'ai appelé, l'escroc en question. Oui. Il a décroché? Oui, il a décroché. Wow. J'ai même les audios. Puisque là, il se doutait de rien. Oui, jusqu'alors, puisque je lui ai dit de m'accorder quelques secondes que j'étais en réunion. Donc, il a appelé. C'est de là qu'il me demandait qu'ils sont en urgence, que l'enfant allait très très mal, et que lui, le directeur, était à côté, et que le docteur demandait 36 000 pour commencer les soins. Donc, je lui ai demandé c'est sur quel numéro je peux envoyer les frais, la somme. La somme, voilà. Oui, il m'a dit que le numéro qui m'appelle là, c'est sur ce numéro-là que je dois envoyer. Donc, c'est parti money. Bon, j'ai cherché j'ai demandé de connaître vraiment le nom du directeur, puisque je connais bien le nom du directeur. Je demandais qu'il me rappelle son nom. C'est là il a coupé. Il va raccrocher. Il a raccroché. J'ai encore lancé l'appel. Il a pris, il dit que lui, il est en train de lutter pour mon enfant. Et comme ça, moi, je lui pose des questions. Si je ne veux pas sauver mon enfant de rester là-bas. Alors là, il a encore raccroché. Je l'ai encore appelé pour la 3e fois. Bon, dans nos discussions, il a su que c'était vraiment celui-là qui connaît vraiment leur jeu. Ouais. Et finalement, il a raccroché. Vraiment. Donc, bravo à vous parce que vous avez été très vigilant. Quelqu'un à votre place serait tombé
dans son piège, dans le panneau, et puis ben voilà. Et plusieurs sont victimes. Hein. Franchement, ça m'est arrivé une fois. Je n'avais pas voulu raconter ça. Ils m'ont parlé de Cash Power alors que je n'avais même pas fait une commande du compteur Cash Power. Ils ont beaucoup d'astuces. Bon, donc ils ont des stratégies. Donc ce matin, c'est comme ça. Il y a aussi un ami qui m'a informé qu'il a été victime de ça le mardi ou le lundi. Oui. Et donc, il a vite appelé la directrice de l'école. On l'a rassuré que l'enfant allait bien. Je crois qu'on va retenir cela. C'est le réflexe qu'il faut avoir. Hein. Voilà, ne pas paniquer, ne pas se laisser aller tout de suite, chercher à vérifier avant. Voilà. Monsieur Jacques? Oui, mon frère. Merci beaucoup. Merci pour ces témoignages. Et en tout cas, je suis sûr qu'avec ça, beaucoup ne tomberont plus dans ces genres de pièges. Voilà. Merci beaucoup à vous encore une fois. Bien évidemment, c'est le souhait à tout le monde. Voilà. Le numéro, c'est le numéro du Togo, puisque mon portable m'a affiché. Oui. Du Togo m'appelle. Oui, c'est clair. Oui. Merci beaucoup à vous. On peut l'applaudir. Voilà. Merci beaucoup à Jacques. Bien. Luc, oui, je crois que c'est pour ajouter que ne soyez pas étonnés quand ces genres de personnes vous appellent et vous donnent vos noms. Oui. Parce que du moment où on s'inscrit sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Pinterest et tout ça, il y a des applications qui vont piocher sur ces réseaux sociaux-là pour ressortir des noms quand on vous appelle. Il suffit d'installer ces genres d'applications sur le téléphone. Ils ne vous appellent pas votre nom. Oui, parce qu'ils ont des applications sur leur téléphone. Donc, dès qu'ils choisissent le numéro, ils vous appellent, le nom s'affiche. Le nom que vous mettez là-bas, la profession et tout, ça s'affiche. Ce qui fait qu'ils ont un certain nombre d'informations qui vous donnent aussi aisément. Et vous pensez que c'est peut-être quelqu'un qui vous connaît, qui maîtrise un peu ce que vous êtes. Oui, maintenant, c'est là où l'État doit être interpellé. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'identification des numéros. Oui. Donc, qui, en principe, en réalité, va permettre de mettre la main sur ces personnes. Oui, cette personne, on peut facilement la retrouver. Mais moi, j'ai une technique. Et je pense qu'il faut avoir confiance en personne. Une personne qui vous appelle, qui vous sort votre nom, si vous n'attendez pas d'appel... même attention, ça peut arriver. Ah oui, Mais en fait, il faut être conscient. Il faut être conscient que ces genres de choses, ça existe. Parce que je me rappelle récemment, ma sœur a reçu un appel comme ça d'un soi-disant policier qui était dans une situation d'urgence où il fallait envoyer de l'argent. Je pense que le point commun dans tout ça, c'est que ces personnes demandent vite l'argent. Ou te demande du crédit. C'est ça. C'est du crédit, il demande. Oui, je suis l'adjudant. Qu'est-ce que l'État aujourd'hui doit faire? Parce que les numéros, en principe, aujourd'hui, avec les deux sociétés de téléphonie que nous avons, nous sommes tous identifiés. On devait savoir qui utilise quel numéro. Je pense qu'on peut... Oui, madame. C'est vrai que l'État a sa part de responsabilité, mais le citoyen, la citoyenne aussi, doit assurer ses responsabilités. Parce que quand on nous invite à aller nous faire, en tout cas, aller nous faire identifier, il faudrait que nous acceptions le faire. Si on ne le fait pas, si nous tous nous ne le faisons pas, l'État a bel et bien mis en place le dispositif. Si on ne le valorise pas, on va toujours avoir ce genre d'ennuis. Voilà. Mais je crois qu'à un moment donné, on a limité le délai. Et quand vous achetez un numéro, que ce soit sur les deux réseaux, quand vous ne vous faites pas identifier, 2 jours, 3 jours après, ça ne fonctionne pas. Mais du moment où on est identifié, aujourd'hui, vous appelez une agence d'un des téléphonies mobiles, on vous sort on vous répond en vous donnant votre nom. Ce qui veut dire qu'ils ont des identifiants. Voilà. Donc, je me dis, à un moment donné, quand quelqu'un est victime d'une arnaque et la personne va se plaindre, surtout qu'il y a des services dédiés à cela, on devrait être en mesure d'arrêter ces arnaqueurs. Voilà. On devait être en mesure de les interpeller. Oui, ça fait vraiment longtemps, moi, mais je dirais une chose à retenir, il n'y a rien à faire. Il faut être vigilant et avoir le réflexe de toujours vérifier lorsqu'on nous appelle.
Je pense que si on a cette mentalité-là, on peut surpasser. Lorsque quelqu'un vous appelle, vérifiez toujours l'information, ce pourquoi on vous appelle avant d'agir. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de nous plaindre pour qu'on arrête ces genres de personnes et dissuader ceux qui aimeraient le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit le phénomène s'agrandit ou prend de plus en plus d'ampleur, c'est parce que derrière, rien n'est fait. Et ceux qui sont arnaqués ne se plaignent pas et les services adaptés ne s'activent pas pour interpeller ces personnes que ça continue. Et les arnaqués doivent se plaindre, ainsi que les services dédiés doivent aussi s'activer pour arrêter ou interpeller ces genres de personnes, histoire d'atténuer ou carrément d'endiguer le phénomène. Exactement, c'est là où je voulais en venir, en fait, parce que le monsieur qui vient de nous faire son témoignage actuellement, tant qu'il n'engage pas de procédure judiciaire qui passe par la plainte, les autorités ne peuvent rien faire de l'affaire. Donc, il faut porter plainte. Je sais que ce n'est pas dans nos habitudes d'aller à la police, porter plainte, mais si on veut arriver à bout de ce problème... Souvent, on se dit que ça n'aboutira à rien. Bon. Oui, mais aujourd'hui, si, parce que le Togo, en matière de cybercriminalité, on n'est pas si petit que ça quand même. Oui, donc, il faut... en témoigne le sommet qui s'est déroulé en semaine. Et donc, tous ceux qui se sont connectés au Wi-Fi gratuit de l'hôtel ou de la salle de conférence ont été tout de suite piratés, à titre d'exemple. C'est pour nous dire aussi que nous qui aimons les Wi-Fi gratuits à tout bout de champ, dès que c'est libre, on se connecte tout de suite. Faisons attention. Voilà, c'est pas tout ce qui est gratuit. Non, mais il y a une contrepartie à payer derrière. Donc, rien n'est gratuit. Faisons extrêmement attention. Il y a une application que moi, personnellement, je n'aime pas utiliser. Ça permet de transférer les données. Parce qu'on m'a appris à le faire, que je me suis méfié de l'application. Dès que vous avez cette application, et je l'ai et tu l'as, si je veux t'envoyer ne serait-ce qu'une chanson, à travers l'envoi de chansons, je peux transférer tout ce que tu as comme message, tout ce que tu as comme photo, tout de suite dans mon portable. Bon, allez. C'est l'application Senda. Faisons extrêmement attention. Cherchez à vous informer, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Ce fait qu'on s'arrête là pour ce qui concerne ce sujet. Juste derrière à suivre le kiff. Voilà. On revient sur le plateau, cette fois-ci avec le kiff de la semaine. Eh bien, Miss Gaëlle, une jeune dame, elle fait quoi et pourquoi c'est d'elle que tu veux parler? Je veux parler d'elle parce que je suis particulièrement passionnée. J'admire beaucoup les femmes qui cassent les codes et qui se dirigent vers des métiers qui souvent sont considérés comme des métiers d'hommes. Et c'est dans ce registre-là que se situe la dame dont je vais parler. Elle s'appelle Odette Kujukalo. Elle est Elle est Z-Man. Non, attends. Kujukalo. Ah, d'accord. Ah, d'accord, excusez-moi, j'ai écorché son nom. Conductrice de taxi-moto. Conductrice de taxi-moto. Et à côté de cela, elle a un CAP en électricité d'équipement. Ah, ok, c'est intéressant. C'est pas le fait qu'elle conduise la moto-taxi, mais elle a son diplôme. C'est ça. Elle a un bagage, justement. Oui. Et pour la citer, elle dit qu'il n'y a pas de métier qui fait l'apanage des hommes en particulier. Et donc, pourquoi un homme serait Z-man et pas elle? Et moi, c'est ça que je salue. Et à travers son histoire, j'aimerais saluer toutes les femmes togolaises, tellement simples, discrète, mais aussi très brave. Je pense qu'on ne parle pas assez d'elle. C'est ça. C'est juste des fleurs. Normal. Je crois que c'est une initiative à encourager et ça sert d'exemple à nos jeunes sœurs qui sont toujours à la maison, qui se disent « je n'ai rien à faire ». Je ne dis pas aller être des Z-woman, non, c'est pas ce que je dis forcément. Chacun avec sa passion et chacun avec ce qu'il pense faire de mieux. C'est pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier, qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes et des métiers réservés aux femmes. Aujourd'hui, nous voyons des hommes faire des tresses. Pourquoi pas des femmes faire des métiers d'hommes?
Il y a beaucoup de femmes dans les hommes qui font quoi? Des détresses. Ok. Ils ne sont pas de l'autre côté. Qui sont des esthéticiens. C'est un autre débat. Ils ne sont pas de l'autre côté. Nous voyons des hommes qui sont aussi esthéticiens et tout, et qui le font à merveille, qui assurent. Alors, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il n'y a pas de saut métier. Du moment où vous avez la passion de la chose, où vous estimez que vous avez les capacités pour jetez-vous à l'eau, essayez. Et ça vous permet de ne plus rester à la maison, de ne plus faire le Congo-ça, de ne plus attendre ou de ne plus tendre les mains vers quelqu'un pour manger. De là, vous pouvez faire le 111, comme on nous l'a dit la dernière fois. La dernière fois. Et au-delà, ne pas tendre la main, justement, surtout quand on a envie de s'offrir un iPhone combien. Voilà. D'aller signer des contrats bizarres. En tout cas, il faut jeter des fleurs à cette dame. Mais un aspect retient mon attention. Parce que moi, j'ai connu une femme qui est restée à la maison sans travail juste parce qu'il y a un métier qui s'est présenté à elle, mais c'est un métier d'homme. Malheureusement, le monsieur qui est le mari de la femme a refusé. Donc, aux hommes aussi... Je veux mieux comprendre. Oui, c'est l'homme qui a refusé que sa femme... oui, il y a des hommes qui sont catégoriques là-dessus. Pourquoi c'est une femme qui doit aller faire un métier d'homme. Donc, à nous, hommes, soyons vraiment indulgents. Il faut, si la femme se sent déjà bien dans ce qu'elle veut faire, il faut la laisser faire. Ça doit être une discussion dans le foyer, en fait. Madame, c'est le kiff. Oui, je trouve que c'est assez particulier, ça doit nous interpeller toutes. Je veux parler de toutes, je ne parle pas de tous. C'est nous d'abord. C'est nous les femmes qui devons briser les tabous, nous qui devons affronter, parce que c'est nous qui souffrons. Si nous voulons rester à la maison et pour tendre la main, c'est nous qui souffrons. Alors si nous ne voulons pas souffrir... Il faut se mettre au boulot. Mettons-nous au travail. Très bien. Ma soeur, là, je l'admire très bien. Et elle n'a pas dit « je suis électricienne », donc comme il n'y a rien en électricité, j'attends que le travail de l'électricité vienne. Déjà, l'électricité qu'elle a eu à apprendre. Souvent, c'est réservé. Oui, mais ça, c'est encore moindre que ça. L'électricité, le travail d'électricité est encore plus... Il y a beaucoup plus de femmes dans le domaine. Ça, c'est un boulot assez... Physique. Oui, ça demande la force physique, le mental. Ce boulot, ce n'est pas un petit boulot qu'une femme se mette dedans. C'est une femme à encourager. Donc, on se dit, aucun boulot n'est pour homme aujourd'hui, aucun boulot n'est pour femme. Si les hommes font des métiers de femmes, les femmes aussi peuvent aussi s'exercer au métier d'homme. Très bien. Voilà. Merci Tout beaucoup. ce qui nous permet de nous exprimer en tant qu'être humain, allons-y. Très bien. Oui, Gaëlle, pour terminer. Je pense que ce qu'il faut qu'on retienne de l'histoire de Madame Odette, c'est que nous, jeunes filles aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à aimer le travail. Il ne faut pas qu'on s'en tienne à ce que la société met en place et ce qu'on nomme comme standard de femme. Une femme, elle doit faire ci, une femme, elle doit faire comme ceci. Et si on ne trouve pas ça, on ne fait rien et on va attendre de recevoir de la part d'un homme. Non. Nous, femmes, nous, jeunes filles aujourd'hui, nous devons apprendre à aimer le travail et à aimer le travail bien fait parce que le travail bien fait, ça paye. Donc, bravo. Battus. Exactement. Bravo à Madame Odette. Merci beaucoup. Merci Gaëlle pour ce kiff. Voilà. On va dire aussi merci à Samuel qui va laisser sa place à Félicia Ekwala Mouevi. Oui, Samuel, merci beaucoup. Merci. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. Empreinte
by Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. Voilà, on revient derrière Samuel. Nous accueillons mademoiselle Félicia Ekwala-Mwenvi de Eza Mode. Eza Mode d'ailleurs qui nous accompagne ce soir. Merci beaucoup, bonsoir. Voilà, Eza Mode qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans ce studio. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, je vais bien aussi. Merci d'être là. Eza Mode, c'est quoi? Alors, Eza Mode était déjà Ea Mode. Ah, d'accord. Oui. L'école des arts de la mode. Et elle existe depuis 1993. Waouh. Et Ea Mode est devenue Eza Mode depuis 2021. Et c'est devenu École supérieure des arts et de la mode. Et elle offre une formation sur 3 ans pour toute personne masculine et féminine. Oui. En licence styliste, spécialité stylisme et modélisme, pour ceux qui ont le niveau bac, et aussi en BT, brevet technicien, pour ceux qui n'ont pas le bac. Et Eza Mode a eu à certifier près de 1000 étudiants de plusieurs nationalités. De plusieurs nationalités africaines et européennes. Aussi. Oui. Très bien. Et la formation souvent dure combien de temps? Elle dure 3 ans. Et les matières qu'on y enseigne sont le modélisme, le patronage et le montage du vêtement, le stylisme, l'art de la couleur, les dessins d'art, la technologie du vêtement, l'histoire du costume, l'histoire du vêtement, l'anglais professionnel. Et voilà. C'est quoi la particularité chez vous? Pourquoi plutôt préférer venir chez vous que d'aller chez... oui, bon, l'atelier chez quelqu'un, j'ai un patron. Oui. Pour moi, c'est une école complète. Okay. C'est pas juste faire de la couture. Parce qu'on y fait du dessin, on apprend à dessiner, à faire de la peinture et aussi à faire de la couture. Voilà, très bien. C'est assez complet. Oui, Luc? Quelles sont les ouvertures qu'on peut avoir après avoir passé un temps dans votre école? Après la formation, on peut créer sa marque de vêtements. On peut avoir aussi sa propre entreprise. On peut avoir sa propre entreprise, créer aussi sa page sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire de la vente en ligne, nationale et internationale. Et c'est beaucoup à la page en ce moment et c'est plus pratique peut-être pour certains. Et aussi, on peut aussi faire un master en mode et en design du textile en Europe. Super. Vous organisez aussi des défilés? Oui, depuis une quinzaine d'années, l'école a inséré dans le programme scolaire un défilé concours pour les étudiants afin qu'on puisse affronter les podiums nationaux et internationaux. Et pendant la formation aussi, un stage est obligatoire en entreprise. Comme ça, on se met toujours dans la peau de la couture, du styliste, du modéliste. Le dernier défilé que vous avez organisé, c'était quand? Le 12 mars dernier. Le 12 février, pardon. Oui, de cette année? Oui, de cette année, le 12 février. Oui. D'accord. Super. Je crois qu'on voit là les images avec de très belles tenues. Très bien. Super. Vous nous parlez un peu de ce défilé? Donc c'est un défilé concours. Voilà. C'est un défilé concours que l'école a organisé depuis une quinzaine d'années pour que les élèves puissent, entre guillemets, s'affronter sur les podiums et pour pouvoir aussi montrer notre talent, savoir ce qu'on sait faire. Super. Et montrer aux femmes qu'elles peuvent peut-être s'adapter à toutes sortes de vêtements, quelle que soit leur forme, leur poids, leur origine et leur âge aussi. Oh, magnifique. Voilà. Ça s'applaudit. Peut-être en conclusion, les contacts aussi. D'accord. Alors, pour le contact, pour ceux qui aimeraient s'inscrire, il y a le 99 47 05 95 ou le 90 25 14 34.
Et l'école se situe aux 2 rue Ataloté, près de l'hôtel de l'aéroport à Nukafu. Très bien. Merci beaucoup à vous, Madame Félicia. Et voilà, merci d'être passé sur ce plateau, ça a été un plaisir. Mais revenez nous voir une autre fois. Avec plaisir. On comprend que ce sont les étudiants de cette école qui sont derrière. Oui, allez, super. Merci beaucoup et juste derrière vous, on va recevoir Marco le disciple. Il sera là pour le live dans quelques instants. Merci, on vous raccompagne. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. À présent, Marco, le disciple, tellement pressé de nous rejoindre sur ce plateau. Marco le disciple, artiste de la chanson. C'est un artiste vraiment particulier. Voilà. Il est toujours joyeux et cette joie, en tout cas, elle se contamine facilement. Voilà. Marco le disciple, bonsoir. Ça va? Bonsoir, ça va. Ça va bien? Non, d'accord. Non, attends. Est-ce que j'ai bien compris? Miadak. Oh, il y a un bon là, tu veux nous y aller, on va nous voir l'autre côté. Il y a un d'accord. Voilà. Oh, on a tout vu, il y a d'accord. Ah, ok. Voilà. Très bien. Toujours beau à sa manière. Parce que je boirai toujours. Autant fort. Non, allez. Dis-nous, c'est quoi ta dernière actualité? Ma dernière actualité. Je ne suis pas un professeur de français ici. Ok. Je suis un artiste. Monsieur le Gomme, ma français, ma français, doit gagner, on a ouvert un français, doit aller l'île Cho, Amérique va dire, maté do Genbo. Alors, mon cousin, il va beaucoup à dos. Donc, il y a un homme qui se met. Bon, actualité, dernière actualité, il y a des commis de foi gommement. Pour me passer de tout le monde. Mais là, on passe de tout le monde, comment que vous voyez, Gadjabliji. Non, tu as. Ouais, mais non, il y a vu à Konovi, pour le moment, moi, je dis, mais non, on dit, à quoi le gouvernement va demander le nom de Chia, mais voici pas le cas du gouvernement. Activité là, marché quoi. Ok. Nous là, tous en l'eau. Très bien. Bon, allez, j'espère que j'ai compris ce que tu as dit. Pour le moment, reste avec nous. Ouais. On va parler bilan du développement à la base, exercice 2021, bien naturellement, avec notre invitée du jour sur le fauteuil rouge, Madame Mazalo Katanga, directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. On revient. Voilà, retour sur le plateau. Madame, encore une fois, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Maintenant, on va parler développement à la base. Mais avant, on va regarder ce petit élément qui retrace un peu les choses et puis on en parle derrière. Dans la région des Savanes, plusieurs localités enclavées doivent leur salut à une infrastructure énergétique qui favorise la transformation agroalimentaire et contribue à l'autonomisation des femmes rurales. Cette infrastructure, la plateforme multifonctionnelle, a été installée notamment en Ambitite et à Okpelogo. Des installations avec tout un lot d'équipements qui viennent ainsi soulager des communautés entières. Lorsque on déroule des programmes pour des populations, il est important d'aller sur le terrain, comme nous le faisons, pour s'assurer que ces programmes remplissent les missions et les objectifs que nous souhaitons. Les plateformes multifonctionnelles sont des outils qui permettent de développer des activités de ces femmes qui, des fois, sont obligées d'aller très loin. Nous profitons de ces occasions également pour remonter les besoins, adapter nos politiques et nos choix afin de mieux servir ces populations.
Capsus Sanloaga dans le Pendial. Ici, il s'agit du projet de transfert monétaire qui a changé la vie de nombreux foyers, en l'instar de celui de Daba Bissé. Lar ko mulilie ke do ci ko ngurun kala to bla tiar be ya bo ta kadare mo nyalan kan ke dat kadare ke tem bigim ko kule menda ke tem ana de blige wane le tor hal bon tian nandi pia. Toujours à Sanloaga et plus loin à Tamatsuku, c'est le projet de cantine scolaire qui soulage les élèves et parents d'élèves. Finit donc les absentéismes des enfants à l'école. Cette visite de terrain a impressionné Madame le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, qui ne s'attendait pas du tout à de tels engouements de la part des populations à la base autour des projets de développement. Lorsqu'on est sur la satisfaction des besoins de la communauté, il n'y a pas de doute. Les gens ont besoin de charger leur portable, ils ont besoin de moudre le grain, ils ont besoin d'écraser des tomates en quantité. Ils ont des solutions. Ils sont dans la solidarité, les femmes s'organisent et ça leur fait des revenus. Ça permet en fait d'organiser un micro-système économique de la communauté qui va se développer avec le temps. Une chose est sûre, le chantier est vaste mais les acquis du moment sont à pérenniser. Le constat est clair, le niveau de vie des populations de la région des Savanes est en perpétuel changement et le gouvernement ne compte pas s'arrêter tant que n'est pas assuré un accès universel de toutes les communautés et organisations à la base du Togo au minimum vital commun. Très bien, voilà, donc on l'a remarqué, hein, une tournée dans les savanes en fin d'année. Il était important, pourquoi avoir organisé une telle tournée, madame? Merci beaucoup. La région des savanes est l'une des régions du Togo et donc le ministère ayant une mission nationale, a le devoir d'aller à la rencontre des bénéficiaires de ces interventions. Et donc, pour la période qui a été l'objet de cet élément, c'était la région des savanes. Nous visitons toutes les régions, ce n'est pas seulement la région des savanes qui a été visitée, mais comme l'élément l'a si bien présenté, c'était la région des savanes qui avait fait l'objet de la visite de la ministre, qui voulait vraiment mettre les mots sur les réalités parce que nous faisons des comptes rendus, nous lui rendons compte régulièrement, nous produisons des rapports. Mais qui dit que c'est vrai? Quand on dit qu'on a construit une école, qu'on a dit qu'on donne à manger à des enfants, il est intéressant pour la première responsable de ce département d'aller toucher du doigt ce qui se passe sur le terrain et en même temps aussi d'avoir des éléments pour peut-être renforcer ce qui se fait ou corriger ce qu'elle aurait constaté parce que nous ne sommes pas des dieux, des saints. On dit que tout ce que nous faisons de bout en bout est correct. C'est sûr qu'il peut y avoir des ratés. Et donc, la descente de la ministre sur le terrain est toujours une belle opportunité pour apprécier ce qui se fait, mais également identifier aussi d'autres choses qui ne sont pas prises en compte. Parce que souvent, quand nous sommes tout le temps avec les communautés à la base, les quartiers et les villages, on est tellement quelquefois habitué à certaines réalités que ça ne nous dit pas grand-chose. Mais quand elle sort comme ça et qu'elle regarde, ça peut l'aider à nous dire « Ah non, vous avez oublié tel maillon de notre mission et donc vous devez plus travailler là-dessus. » Donc c'était important que Madame le ministre fasse le tour de la région, parce qu'on a vraiment fait le tour de la région, pour regarder où les plateformes multifonctionnelles, comme on l'a vu, comment ça résout le problème des femmes, et même comment la plateforme peut être considérée comme une entreprise au niveau d'un village, parce qu'il permet, je dirais, une entreprise économique et sociale. Sociale parce qu'il permet aux femmes de trouver leur réponse en termes de mouture à côté, mais en même temps, c'est une source de revenus, parce que quand les femmes viennent moudre, elles payent. Ça permet d'avoir de l'argent pour entretenir, pour l'entretien de la plateforme. Mais en même temps, ces ressources les bénéfices dégagés peuvent servir à autre chose dans la communauté. Vous avez vu les cantines scolaires.
Aujourd'hui, c'est le gouvernement togolais seul qui prend en charge la fourniture des repas scolaires aux enfants. C'est de grands montants qu'on investit. Donner à manger à plus de 94 000 écoliers dans ce pays, c'est important. On a besoin des milliards pour nourrir ces enfants-là pendant 5 jours de la semaine, durant les mois d'une année scolaire. Et donc, quand elle descend, elle a l'occasion de voir comment ça se passe concrètement. Elle a l'occasion de discuter avec les acteurs locaux, que sont les mamans cantines, les enseignants et les parents d'élèves. Également, quand elle visite les communautés et qu'elle voit les transferts monétaires, nous avons eu pendant 2 ans à accompagner plus de 61 000 ménages à avoir des 15 000 francs par trimestre. Pour vous et moi qui sommes assis dans cette salle, 15 000 là, c'est rien du tout. Mais les 15 000, il était important pour Madame le ministre d'aller discuter avec les bénéficiaires de ces 15 000 francs-là pour écouter elle-même de ses oreilles ce que les 15 000 francs valent dans la vie d'un ménage. Elle a pu voir ailleurs comment les 15 000 francs pendant 2 ans ont permis à des ménages de se prendre en charge et de commencer même des petites activités génératives de revenus tels l'élevage de volailles ou de petits ruminants par là. Mais est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'elle a été satisfaite après cette tournée? Elle a été satisfaite, je dirais, Madame le ministre a été satisfaite du travail qui est fait. Mais elle n'est pas satisfaite en termes de couverture. Très bien. Elle n'est pas satisfaite. Parce que quand je prends... J'ai parlé tout de suite de 61 000 ménages. Est-ce 61 000 ménages pauvres que nous avons dans notre pays? Non. Non. Parce qu'elle a même écouté dans des villages où les gens lui ont dit « Ah oui, vous avez pu accompagner, vous avez donné l'argent à 90 000 ménages, c'était bon. » Mais et nous? Et nous? Parce que c'est les villages les plus pauvres qui ont été identifiés. Normalement, dans ces villages, on devait donner à tout le monde. Mais le gouvernement et ses partenaires n'avaient pas suffisamment d'argent. Et donc, on a dû encore sélectionner au niveau de chaque village, et justement, 90 000. Comment le choix se fait à ce niveau? Merci beaucoup. Parce que c'est la question que j'ai voulu poser. Comment ça intéresse tout le monde. Au niveau des transferts monétaires également. Oui, ok. Pour les transferts monétaires, c'est simple. On part sur les documents élaborés par l'INSED. Et donc, il y a les études sur la pauvreté, la cartographie de la pauvreté existe. Et donc, on connaît les cantons les plus pauvres. Pour ce qui concerne le projet passé, c'était les 150 cantons les plus pauvres du Togo qui avaient été retenus. Nous avons le financement additionnel qui va concerner 100 cantons les plus pauvres du Togo, qui ont été identifiés par... je dirais l'INSED et puis le ministère de l'économie numérique à travers un appui d'une université étrangère. Donc, quand on connaît les 100 cantons les plus pauvres, la deuxième étape, c'est d'organiser. Et comme on n'a pas suffisamment d'argent, mais on veut aider certains, qu'est-ce qu'on fait? On passe au tirage au sort, je dirais, c'est un tirage aléatoire. Donc, on prend le canton de Baie, c'est un exemple que je donne, le canton de Baie et puis le canton d'Amotiévé, et puis on dit, bon, on met tous les quartiers, si je prends le cas de Lomé, là, on met tous les noms des quartiers de Baie, on met tous les noms des quartiers d'Amotiévé, et puis on met dans une urne, d'abord, on commence par Baie. Donc, on met les noms des quartiers de Baie dans une urne. Et puis, on demande à quelqu'un de Amoutiévé, viens tirer. On veut seulement peut-être accompagner 5 quartiers. C'est un exemple que je donne. Maintenant, l'homme d'Amoutiévé vient, il tire les 5. Au sort. Il sort et puis bon, si on a retenu votre quartier, vous êtes heureux. Puis après, quand on a fini ce tirage, ce n'est pas... On va maintenant... dans les quartiers qui sont identifiés, on va collecter. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est les quartiers là, non. Ou même je vais au village, c'est même mieux, non? Non, on comprend l'exemple, mais on est choqué par le processus justement. Parce que le fait que ça soit tiré... Oui, je reviens. Maintenant, on tire. Maintenant, on vient, on collecte les informations sur les ménages qui sont, par exemple, dans le quartier. On rentre dans toutes les maisons. Ça, c'est ce qui se fait au niveau village. On rentre.
dans toutes les maisons du village. Okay. Et puis, on prend des informations, on pose des questions, on enregistre, on regarde. Puis après, on donne des points. Quand les enquêteurs de l'INSED vont, ils donnent des points. Par exemple, comme pendant cette période-là, combien de fois vous mangez par jour, par exemple? Est-ce qu'il y a le petit déjeuner? En quoi consiste ce petit déjeuner-là? Est-ce que vous avez un portable? Téléphone. Est-ce que vous avez un poste téléviseur? C'est là où il faut aussi être le plus honnête possible. Vous pouvez ne pas... Oui, ceux qui vont là, ceux qui vont, c'est des spécialistes. Vous pouvez raconter des histoires. Si on a préparé hier dans ce foyer-là, ça se sent. Si ce matin-là, on a mis le feu là-bas, on sait. Oui. Vous ne pouvez pas dire non, vous avez passé 2 jours sans préparer alors qu'on voit qu'il y a une marmite qui est en train de et beaucoup ne se rendent pas compte que c'est derrière, il y a un projet derrière. Peut-être ils se disent non, que c'est un maintenant, tout le monde sait, parce qu'on a déjà fait, quand on va reprendre là, tout le monde saura. Et même on va le faire dans le Grand Lomé, tout le monde le sait. Donc, on passe par cette collecte et puis on donne des points. À la fin de cette enquête, l'INSED nous sort la liste des 80... En tout cas, il classe tous les ménages du village, du plus pauvre au plus riche. Même si c'est un village... Richesse relative. Non, même si c'est un village pauvre, il y a quand même pauvre dans pauvre. Donc, on les compte et nous disons, nous prenons les 90 pauvres, plus pauvres. Mais avant de retenir les 90, on organise une assemblée communautaire où on vient présenter les résultats de l'INSED. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que M. Luc... Est-ce qu'il est pauvre? Alors qu'on sait que dans le village, là, Luc, là, il est enseignant. C'est pas parce qu'il est au village que Luc, parce qu'il a compris, il a été à l'école, il a compris quand on posait des questions, il sait que ça, là, c'est celui qui a quelque chose derrière, il s'est fait pauvre. Mais non, les gens vont dire, ah non, au village ici, là, que c'est l'enseignant du village. Donc il y a une enquête derrière, voilà. On sort le nom de Luc. OK. On va prendre... Magloire. Oui. Et puis on dit non, c'est l'infirmier du village. Attends. Oui, tout le monde dit c'est l'infirmier du village. Et puis bon, ça fait moins. Et donc c'est comme ça. Donc lui, il n'est pas pauvre. Comment? Lui, il prend l'argent. Il a un minimum. Il a un minimum. Il a un minimum. Donc c'est après ça, et maintenant... Vous avez oublié, on prend Marco, comme il y a plus des activités. Ah, on prend Marco. Ouais, il y a plus on des prend activités. Marco. Il a une grosse montre avec des chaînes. Prêtées. Que j'ai prêté quelque part. On prend Marco, on se dit, ah, quand on est allé chez Marco, on a constaté qu'il y avait quelqu'un dans la chambre qui ne sortait pas. Merci. Qui est malade. Vraiment. C'est ma maman. Qui est malade. La maman. Voilà. On voit que, ou bien on voit un enfant de Marco qui porte un lourd handicap. Vraiment. Et on sait que ça pèse sur lui. Oui. Toute la famille, c'est le jour sur moi. Il y a voilà, vas-y. Et donc, il y a des choses qu'on regarde. Et là, on dit, ah non, tout le monde dit oui, Marcos, on peut le prendre. Donc, personne ne pose problème sur le cas de Marcos. Donc, c'est comme ça, on finit, on a les 90 ménages. C'est une démarche participative. Parce que vous avez posé une question au départ qui est intéressante. Il y a un dispositif qu'il faut avoir pour nous éviter ces enquêtes-là tout le temps et que tout le monde se met à dire non, moi je suis pauvre, moi je ne suis pas pauvre. Si on avait le registre social des personnes et des ménages, c'est un dispositif qui est là, on fait des collectes des données, on met dedans et donc on sait dans tous les villages ou bien au niveau du Togo, les plus pauvres, les moins pauvres et tout. Et là, dès que ces projets sont là, on clique seulement, on donne seulement des informations à la machine et puis elle nous sort les données. Plus pauvres. Mais c'est parce qu'on ne l'a pas qu'on trouve des palliatifs pour pouvoir avoir les bénéficiaires avec peu de problèmes. Avec peu de problèmes. Parce que quand vous finissez, quand on décrit toute cette démarche, tout le monde est beaucoup plus tranquille pour dire que non, ce n'est pas l'ANADEB qui est resté dans son bureau, ou bien ce n'est pas tel, ou bien on ne va pas dire ah non, c'est parce que la dernière fois, au cours de ceci, où nous n'étions pas d'accord avec tel, c'est pour ça qu'on ne nous a pas tiré. C'est devant tout le monde, le tirage a été fait. Voilà. Voilà, très bien. Non, on va avancer d'abord. L'ANADEB, déjà, on le sait, représente le bras opérationnel du ministère. Oui. Et quel bilan vous pouvez faire concernant le secteur du développement à la base?
pour le compte surtout de l'année 2021? Je voudrais rappeler, merci beaucoup, je voudrais rappeler que l'ANADEB met en œuvre la politique nationale du développement à la base. Et donc, pour ce faire, nous avons 2 programmes. Le programme d'infrastructures socio-communautaires de base, c'est à partir de c'est à travers ce programme que vous nous voyez en train d'inaugurer les bâtiments scolaires et les marchés. Et dans ça aussi, nous travaillons beaucoup pour renforcer les capacités des acteurs à la base. Et pour ce programme, par exemple pour l'année qui est terminée, nous avons réalisé 129 ouvrages socio-communautaires, dont 67 sur le projet de filets sociaux services de base. Et nous avons restructuré 335 comités de développement, comités villageois de développement. Parce que c'est beaucoup, c'est eux qui sont les acteurs qui travaillent pour le développement de leur communauté. Et le deuxième programme, c'est le programme de développement communautaire en zone urbaine. C'est avec ça que vous nous voyez en train de balayer, d'aider les comités de développement des quartiers à balayer leur quartier à Lomé. On a eu ça samedi passé. Ah oui, voilà. Donc, on aide aussi... Bon, j'ai vu dans mon quartier. C'est ça, voilà. Ça veut dire que les gens de votre quartier sont organisés. Ceux de mon frère Magloire... Du tout. C'est ça, il faut vous organiser pour balayer votre quartier. OK. C'est important. C'est très important. Un fumier du quartier. Un fumier du quartier. Non, du village. Fumier du village. Nous avons aussi, dans le cadre du développement à la base, accompagné 127 groupements d'épargne et crédit. Et nous avons, dans nos traditions, surtout dans le sud, ici, nous avons ce mécanisme que nous appelons Adakabi. Mais nous avons essayé de regarder, améliorer la pratique d'Adakabi où ce n'est pas tenu par une seule personne, mais ça appartient à tout le groupe, 25 femmes au maximum, ou en tout cas 25 personnes au maximum qui se connaissent, qui se font confiance et qui définissent l'épargne, le montant de l'épargne qu'ils peuvent constituer toutes les semaines. Et puis à partir de là, ils se font des crédits pour réaliser leur activité. Et à la fin de l'année, de leur cycle, ils ont un cycle de 12 mois, à la fin de l'année, ils mettent fin au cycle en mettant toutes les ressources qui ont été mobilisées ensemble et on se les partage suivant la capacité, suivant ce que chacun a contribué. Donc, s'il y a eu des bénéfices, les bénéfices sont partagés au prorata. Si vous avez pu travailler, vous avez contribué avec 1000 francs, on vous donnera ce que 1000 francs ont produit dans le groupe. Et nous avons travaillé aussi pour l'entretien des abords, des pistes et des routes avec la SAFED dans le cadre du cantonnage. Ah oui, on organise de plus en plus les communautés à la base à entretenir les abords des pistes et des routes. Ce sont ces personnes-là, vous voyez de temps en temps, surtout pendant la saison des pluies, en train de tailler. Avant, on avait les cantonniers. Maintenant, le gouvernement a opté pour que, au lieu d'avoir des cantonniers, que ce soit les communautés elles-mêmes, les villageois qui s'organisent pour tailler les herbes le long des routes. Nous avons eu également à réaliser, ça c'est fini, le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, EJV, où nous avons enrôlé plus de 14 000 jeunes autour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre et nous avons accompagné plus de 11 000 à réaliser des activités génératrices de revenus à travers une approche dénommée la formation en développement d'affaires. Parce que très souvent, on se dit « Ah, ma maman vendait à demain, moi aussi je me mets à vendre à demain », sans vraiment réfléchir pour comprendre tous les contours, tout ce qu'il me faut, qu'est-ce que je recherche à travers cette action-là. Et donc, on a fait ce travail-là dans 200 villages de notre pays et malheureusement, le projet est fini le 31 décembre. Ça n'a pas été renouvelé? Non, maintenant, c'est nous qui essayons de réfléchir pour voir comment continuer l'accompagnement de ces jeunes-là, parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, il y a au moins plus de 6 000 jeunes qui continuent par bosser autour de leurs activités parce qu'ils ont analysé leur contexte, ils sont arrivés à élaborer des petits plans d'affaires selon leur réalité qu'ils essaient d'exécuter. Donc, nous avons le devoir aujourd'hui, merci aussi en passant aux maires, qui ont accepté de se mettre avec nous pour continuer cet accompagnement, vu que les ressources du partenaire qu'est la Banque mondiale
ont pris fin au 31 décembre. Mais nous avons la chance, comme je le disais, les transferts monétaires continuent. Les cantines scolaires aussi continuent aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu ma part, bon, en tout cas. Oui, peut-être pour mes jeunes frères et mes jeunes sœurs qui sont en face de moi, cantine scolaire, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Oui, on en a besoin dans certaines écoles qui sont vraiment éloignées des habitations, où les enfants, quand ils viennent à l'école le matin, au lieu de les laisser repartir à midi, ce qui rend difficile leur retour l'après-midi, on travaille aujourd'hui avec leurs parents pour que les enfants puissent manger à midi et qu'ils n'aient pas à rentrer, mais qu'ils puissent manger à l'école et continuer les cours de l'après-midi tranquillement. À ce niveau, il y a quand même un suivi Oui. OK. Oui, aujourd'hui, nous avons, c'est à travers l'approche communautaire que nous exécutons les cantines scolaires. Nous demandons une contribution de 10 francs par jour et par enfant dans toutes les écoles pour que les parents aussi apportent leur appui au gouvernement pour continuer la fourniture des repas à toutes les écoles. Nous ne le faisons pas seuls, nous avons aussi, il y a une ONG américaine qui est là et le CRS aussi, qui intervient dans 138 écoles. Je dirais de notre côté, du côté du ministère, nous sommes au-delà de 400 écoles aujourd'hui où nous fournissons les repas chauds aux enfants. Mais j'ai dit, la condition, c'est que les parents puissent donner 10 francs par jour, par enfant, pour soutenir l'action du gouvernement. Et comme ça, ils se sentiront aussi concernés. Ils se sentiront aussi concernés, c'est leurs enfants. Et c'est vrai que ce sont les enfants du Togo, mais c'est premièrement leurs enfants. C'est leurs enfants. Et quand les enfants partent, il faut que les parents puissent apporter leur contribution pour que les enfants puissent manger. Très bien. Voilà. Gaëlle, une question? Oui, j'en ai même deux. Une déjà, on verra. OK. Donc, je vais englober mes deux questions en une. Ah oui. Est-ce que... C'est malin. J'aimerais savoir quelle est votre vision là, dans 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends votre discours et que j'entends surtout la façon dont sont sélectionnés vos bénéficiaires, c'est choquant aujourd'hui d'entendre que le destin de certains Togolais se joue comme ça à un tirage au sort. Donc j'aimerais savoir quelle est votre vision et est-ce que vous avez une stratégie qui est claire parce que aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a et qu'on peut mettre à la disposition des Togolais et même de votre institution pour pouvoir mieux sélectionner, planifier tout ça. Est-ce que vous avez un plan qui est clair et où voyez-vous vos actions d'ici 10 ans? D'ici 10 ans. Pour comment on l'appelle, merci beaucoup, madame, pour la question. Je crois, pour ce qui concerne l'identification des bénéficiaires, la situation est en train d'être réglée avec les autres. Il y a un projet qui est là, vous entendez parler de l'identification biométrique et tout, mais le gouvernement a pris sur lui la responsabilité de mettre en place un registre sur les ménages et sur les personnes, le registre social des ménages et des personnes. Donc ce registre-là, dès qu'il va être mis en place, c'est fini. Ça ne va plus être des tirages aléatoires, mais dès qu'on a un projet qui est là, parce qu'il faut reconnaître, même ces tirages aléatoires ont un coût. Okay. L'identification des bénéficiaires pour les transferts monétaires, je vous dis, ça a un coût. Et ce coût-là pouvait permettre d'agrandir, d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Voilà. Mais comme on n'a pas cet outil-là, c'est ce qui fait qu'on est toujours en train de reprendre l'exercice, parce qu'on l'a déjà fait en 2019. Nous allons le reprendre, nous sommes en train de le reprendre encore pour le financement additionnel. Donc, quand on regarde ces ressources, c'est assez important. Mais aussi, le registre aussi n'est pas à 0 francs. C'est aussi un dispositif un peu coûteux. Mais l'autorité s'est engagée pour le faire. Et donc, dès que c'est fait, je crois qu'on dépense une fois pour de bon. OK. Voilà. Très bien. Et donc là, le tirage ne va plus être un tirage aléatoire. Voilà. Non. Très bien. Non. Oui. On va repartir dans les savanes, si vous le permettez, madame. Oui. Que sera-t-il fait en matière de développement à la base dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la région de la savane?
Merci beaucoup. Nous avons par exemple le projet des transferts monétaires qui est en train de reprendre. Et je dirais le gros morceau va là-bas. Ah oui. On va beaucoup plus accompagner, on accompagnera plus de populations dans la région des savanes. Oui, et pourquoi, justement? C'est la question que je voulais poser. On n'est pas venu dans le veau. Pourquoi? Pourquoi on ne va pas venir dans le veau? On va travailler aussi dans le veau. Pourquoi? Parce que c'est l'une de nos régions, c'est la région la plus pauvre de notre pays, il faut le dire clairement. C'est la région de notre pays qui est la plus pauvre et qui parle de pauvreté aujourd'hui. Quand nous analysons le contexte sécuritaire, il vaut mieux aider nos frères de la région à améliorer leurs conditions de vie, leur cadre de vie, pour leur permettre d'être plus résilients face à l'insécurité qui est certaines menaces, oui, à certaines menaces. Vous voyez qu'on a eu déjà 1 ou 2 fois. Et donc, si on ne prend pas beaucoup de... Et quand vous allez dans ces communautés, Luc, je crois qu'on a été tous à San Luaga, quand vous regardez, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on a c'est tout le Togo qui est pauvre. C'est tout le Togo qui est pauvre. Je reconnais cela. Mais quand vous prenez tous les pauvres là, les plus pauvres, c'est là-bas. Et donc, on a, par solidarité, allons-y construire. C'est pour ça qu'on met l'accent beaucoup plus sur la région des savanes. Et puis, moi, je trouve même aussi que c'est une belle approche parce que si on se donne les moyens de construire nos régions étape par étape, je suis sûr que ça va donner plus de visibilité à nos actions. On est en 2022. Des défis à relever, des objectifs à atteindre ou d'autres chantiers peut-être que vous aurez déjà, en tout cas, démarré? Merci. Le défi est un seul, les ressources. Très bien. Les ressources. Malheureusement, la pandémie est venue fragiliser aussi, un peu, je dirais, le monde. Ceux qui pouvaient nous aider, eux aussi, ils ont connu la même situation. Et donc, je me dis, ils sont beaucoup plus attentifs à leurs propres problèmes qu'aux problèmes des autres. Et c'est normal. Donc, on a vraiment ce grand défi de ressources. Et c'est là où, au plan national, nous devons réfléchir autrement. Nous devons réfléchir autrement. Et les discussions ont déjà commencé pour voir comment, au plan national, nous pouvons, par exemple, soutenir les cantines scolaires pour que cela ne pèse pas trop sur le budget de l'État et qu'on n'attende pas aussi de l'extérieur. Parce que quand vous attendez de l'extérieur pour nourrir vos enfants, attendez-vous à tout. Attendez-vous à tout. Si chez nous, c'est la pâte que les enfants aiment manger, mais si vous allez, parce que vous n'avez pas les moyens de les nourrir, vous tendez la main à quelqu'un, c'est ce que lui-là qu'il vous donnera. Clairement. Voilà. Donc, le premier défi, c'est les ressources. L'autre défi qui est aussi important, c'est la sécurité, parce que si dans les savanes, les choses ne s'améliorent pas, si on n'a pas la paix, Lomé, ce n'est pas trop loin de Daban. Hein. Non, non, du tout. Donc, l'autre défi national, c'est la paix. Il faut qu'on ait la paix. Il faut que la zone du Nord soit sécurisée pour que nous puissions continuer par travailler et avoir les revenus, les ressources dont on a besoin pour avancer. Et également, aujourd'hui, on ne peut pas continuer. L'assistanat est fini depuis. L'assistanat est fini. Et donc, même si on veut parler de bâtiments scolaires, si une communauté me demande un bâtiment scolaire, il faut qu'elle soit capable d'apporter quelque chose. Voilà, il faut qu'on commence, si on ne commence pas. Et donc, nos approches d'intervention ont besoin d'être actualisées pour éviter que les gens attendent tout le temps que ce soit le gouvernement qui apporte tout, oubliant que le gouvernement, c'est vous, c'est moi. Ouais. Voilà. Très bien. On arrive au terme de cet entretien et par quel mot aimeriez-vous conclure? Je voudrais d'abord vous dire merci, parce que c'est ma première fois d'être... De faire de la télé. Oui. Comment vous avez appelé ça? On fait de la télé. On fait de la télé. 3.0.
3.0. Ben voilà. Avec des jeunes en face de moi qui vont se demander. Je suis sûr qu'ils ont retenu quelque chose. Ils vont dire, on a fait tirage au sort. Et puis il y a certains qui prennent... C'est ce qui a le plus marqué quand même. C'est ça. Oui, mais c'est ça la réalité du Togo. Et ça, je suis heureuse d'avoir eu cette chance-là, d'avoir cette jeunesse avec qui on a interagi. Et vraiment, je voudrais dire merci à tous ceux que je ne connaissais pas. Et puis, on a bien échangé. Merci beaucoup. J'ai appris des choses sur les réseaux sociaux. Et j'ai appris des choses sur, vous voyez, En Bonne Femme. J'ai appris des choses sur Eza Maud. Merci. Oh, oui. J'ai appris des choses sur mon frère. Marco le disciple. Voilà. Et de Vaughan. Ah oui, de Vaughan. J'ai connu aujourd'hui ma sœur Gaëlle, parce que c'est à la télé, je vois, il dit... Voilà. Et donc, je voudrais d'abord vous dire merci à vous tous. Merci à vous. Et dire merci à la télévision nationale. Et puis, continuez par nous inviter à vraiment respecter ce virus-là qui n'a pas encore dit son dernier mot. Qu'on continue par respecter les règles édictées. Parce que je suis très content de voir des gens qui sont assis avec leur masque. Vraiment, continuons dans ce sens. Et ceux qui ont le courage, allez-y vous faire vacciner. Les courageux, là, allez-y vous faire vacciner, comme moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir éclairés. Voilà. Merci à vous, Madame Mazalo Katanga. Je rappelle, vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Merci d'avoir été avec nous. Mais vous restez, puisque Marco le disciple va nous offrir un live comme il sait le faire. Et je l'ai dit, voilà. Je vais me chauffer un peu. Ah, très bien. Allez, mais quel chauffage! On va juste basculer sur le second plateau et il sera accompagné par l'orchestre Los Amigos. Voilà le moment du show avec Marco le disciple. Eh oui, cet artiste toujours chaud. Et ça va être chaud tout à l'heure. On aura droit à combien de chansons Vous voulez combien? Allez, vas-y seulement. Allez, Marco le disciple, s'il vous plaît. Applaudissez pour moi. Madame la ministre, je peux y aller? Oui, allez-y. Applaudissez pour elle. Marco Gaga. Ça peut aller? Oui. La femme, ça peut aller? Bon, feu! Feu! Yaba Mokabi Jinja, feu! Marco le disciple. Tu vas m'afficher mes secrets. Dans le contact pour solo, bien dit quoi? Arakakola Jiri, Kwenye, Tupla, Tupla. Danse! Hey! Achanel, Tupla, Tupla. Funya kala jo e bi abe ajugbo nye to nya ba ya nyomojo so nye kama ya simo ya ko so so ye ma se la to chi akọ va so mo bo ti ajo le gonko halu le ko na ngbo yi ma pe mi omo nye ma mo mi mo da gbogbo mi ya ke ti ma pe ko so nye fo wa to ba ke mi aji a ba ko ji kusire ka ala iba gbo be ya jo ko ne yo mi ajo ko mo to lo nye ya da ka ba wa do mi ba da di tukla Achanele tukla Awa ibo tonele tukla Efinyo banana tukla Mele tukla Oh, achanele tukla Efinyo banana tukla
Watamina madokpa. Nyamavina mamosu. Namana sasa namona wana chungaji. Namana kwa namona wana banku. Nana chona malala sawaluku. Otupla mana kuku donku. Ya megwa ba kubala manyama. Na chipedevi ama wife. C'est-à-dire douzaine de cas. Amani yibwa mamiti na la jama na kata batwala waji. Mama ne so dande. Ba ona lona yon la jopa boku. Fanyo mi bujuva kola je. Don toi na jibe tupla. Tupla. Ah, j'allais tupla. Le disciple, alors moi je suis il tombe un couvert de panne, sinon moi je boirai toujours. Bon, je suis bon. À ma manière. Tu es bon. À ta manière. Oh, il est bon. À sa manière. Oh, nous bon. À nos manières. Vous bon. À vos manières. Ah, ils sont bons. À sa manière. Chicha modela bato vivi chinyo mama u bato babu o mama u to da bi na ko bendi na nya mo na o me no na do kwide say na ma nyo na ho e no na yu do kwide say na mi ma nyo na ho mi nyo de nya do ko na mo da ba na na nya ma ho na yo Baba